c'est l'armée belge qui est venue nous chercher à Wolfsburg chez les Russes. Ils nous ont donné aux Américains, qui eux nous ont donné, je ne sais plus à qui, ils nous ont donné un train qui nous a amené à Valenciennes. On n'était pas invité ni rien, après il y a eu cette arrivée à Valenciennes folklorique. Bon, ben avant de continuer, je vais reprendre 2 ou 3 oublis que j'ai fait dans les précédentes réponses à vos questions. Alors, nos contacts avec les Alsaciens. Lorsqu'on est arrivé à Cernay, Senheim, en allemand, les Allemands avaient eu la bonne idée de mettre les Alsaciens pour traducteurs. Bon, c'était très gentil, mais les Alsaciens, lorsqu'on disait tourner à gauche, ils nous disaient à droite, etc. Donc c'était la pagaille, un monstre. Les Allemands se demandaient si ces Français n'étaient pas des idiots complètement, quoi. Alors heureusement qu'il y avait Laoué, le fameux Laoué, le capitaine Laoué, là, qui parlait un peu le français. Il s'est rendu compte du truc, qui avait éjecté carrément les Alsaciens, ils ont renvoyé de leur planque dans leur unité. Et c'était des SS, des SS volontaires aussi, ces Alsaciens. Mais ils jouaient, ils étaient tout le temps dans la notion des Français de l'intérieur que nous étions et qui n'avaient rien à voir avec eux, quoi. Bon, alors, on s'est débrouillé. C'est là où il a commencé à nous apprendre sérieusement les ordres en allemand. Et par contre, j'ai eu un adjudant de compagnie qui était alsacien. Il s'appelait, il est mort il y a quelques années, Sepp Kronenberger. Et il était vachement gentil, j'avais sympathisé avec lui. Mais alors, le jour où je le retrouve dans un troupeau de prisonniers, en pleine discussion avec d'autres Alsaciens, il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Alors, bon, j'ai pas réagi parce que je me suis rendu compte qu'il était en train de parler des malgré nous, etc. Et puis, bon, je ne l'ai plus revu après, pendant que j'étais prisonnier. Et puis, quelques années après, lorsque j'étais en France, retourné lui aussi, lorsqu'on était retourné, le 20 mai, le jour de mon anniversaire, je ne me souviens plus en quelle année, je reçois une caisse de vin de 12 bouteilles. C'était un viticulteur. C'était un viticulteur. Et il m'avait envoyé 12 bouteilles de vin, 4 Pinot, 4 Pinot, 4 Riesling, 4 Gewürztraminer, voilà, avec un petit mot gentil. Comme ça. Alors il m'a expliqué que vraiment, il jouait le jeu des malgré nous avec tous les autres. Lorsqu'il était prisonnier, il s'excusait de m'avoir envoyé comme ça. Et toutes les années, je recevais ma caisse. Alors, vous allez vous dire quelque chose. Il devait vraiment m'apprécier. Lorsqu'il parlait avec sa femme, il devait parler de moi en termes agréables. Parce que lorsqu'il est décédé, il m'a tenu au courant de sa maladie, j'avais le cancer et tout ce qu'il y avait. Et sa femme, quelques années après, parce qu'elle est âgée, elle voulait se remarier. Eh bien, pour le croyez ou non, elle m'a demandé la permission de me remarier. Elle m'a dit, je pense que Zep serait content que vous participez à cette décision. C'est vraiment une preuve d'amitié. Mais c'est le seul Alsacien avec lequel vraiment je me suis entendu. Bon, je n'étais pas fâché avec les autres, évidemment. Hein, on était tous soldats ensemble. Mais alors lui, c'était vraiment exceptionnel. Ensuite, pendant que j'étais en prison, et après que j'étais soldat dans l'armée française, comme parachutiste, j'étais sollicité sans arrêt, notamment en prison, par les recruteurs de la Légion étrangère et des troupes coloniales, pour m'engager pour l'Indochine. Alors je le faisais systématiquement, sous le prétexte que j'étais en prison pour avoir porté l'uniforme étranger et avoir combattu le communisme. Et on me venait en me disant, tu vas combattre le communisme, alors que c'était la raison pour laquelle j'étais en prison, et on ne me disait pas que j'avais un uniforme étranger, mais moi je savais très bien que l'armée française était habillée en américain. Donc c'est encore un uniforme étranger, et systématiquement, d'ailleurs lorsque j'étais parachutiste, j'étais habillé en américain. Systématiquement, je dis non, pas question, parce que des fois il y a encore un retournement de situation, c'est moi encore qui va en prison dans l'histoire. Alors j'ai toujours refusé, et j'en ai discuté avec mes camarades qui sont allés au Bilhomme, ils ont été sacrifiés, quoi. Bon, il n'y en a que quelques-uns qui sont revenus, très peu, mais enfin, ils sont revenus quand même. Monsieur Ball, il paraît qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, l'armistice est signé, il y a beaucoup d'anciens retraités qui sont partis à la Légion étrangère. Exactement, exactement. Qui étaient parfois recrutés en Allemagne d'ailleurs. Comment? Qui étaient parfois recrutés en Allemagne. Parce qu'il y en a qui avaient échappé à la recherche de la FNSS. Et puis là, au dernier moment, ils disaient, bon, alors, ils étaient récupérés, ils disaient,
bon, je demande de m'engager à la Légion étrangère. Bon. Et qui ont sauté plus tard sur des Delfaux. Oui, et les légionnaires étaient bien contents de les avoir avec eux. Les bons soldats. Et à Piloubier, il y a un ancien major de la Luftwaffe, un pilote, je ne sais pas combien de victoires, centaines de victoires, qui est enterré là, mais pas enterré en tant que major de la Luftwaffe, il est enterré en tant qu'officier de la Légion étrangère. Freitag, il s'appelle. Là, j'ai oublié de vous parler également du respect que dans l'armée allemande on nous recommandait, inculquait. Premièrement, bon, c'était le respect en général. Sur le verso de la couverture de nos soldats, de nos livres militaires, c'était imprimé les principales conditions ou accords des accords de Genève pour le traitement des opérations de guerre, prisonniers, civils, etc. Donc on avait ça imprimé sous les yeux sans arrêt. Donc c'était déjà pour nous le rappeler. Et jamais on nous a dit, comme Eisenhower l'avait dit à ses soldats, si vous tuez un Allemand, vous me faites plaisir, si vous en tuez deux, encore plus. On m'a dit, il a incité les gens à tuer un Allemand, même si c'était pas, on ne nous a jamais dit ça. Jamais. Moi, je vous rappelle qu'on nous a dit, on n'est pas là pour vous apprendre à tuer. Et ensuite, il y avait une affiche très grande, 4 mètres sur 3, enfin, immense, dans tous les grands établissements militaires de l'armée, SS ou autres, qui représentait, alors c'était dans les hôpitaux, dans les casernes, dans les écoles, partout, dans les campements. Au centre, il y avait la tête d'un soldat allemand avec un calot, c'était un type de la Wehrmacht, c'est pas un SS, mais ça fait rien. Et tout autour, il y avait des têtes de femmes à des âges différents qui partaient de pratiquement bébé jusqu'à l'arrière-grand-mère, 100 ans. Et il y avait une seule phrase, soldat, quand tu croises une femme, pense à... Alors il y avait des flèches en direction, ta fille, ta soeur, ta fiancée, ta mère, etc., et ton arrière-grand-mère. Et ça, c'était de partout. Donc c'était un certain respect des femmes. Et la première chose qu'on a dit lorsqu'on est arrivé à Cernay, alors ici, attention, le vol et le viol sont deux choses sanctionnées terriblement. Alors j'ai jamais eu à constater de viol, jamais, ni chez les autres ni chez nous. Par contre, on a eu le cas d'un vol, un volontaire parmi nous. Il y a des gars qui la nuit l'avaient massacré. Lorsque le matin j'ai accompagné, nous l'a présenté, il avait les oreilles, on aurait les oreilles d'éléphant. Et il avait les yeux, c'était juste une petite fente. Et il nous a dit, voilà, je vous présente un voleur. Alors bien entendu, il ne va pas passer avec nous, on ne peut pas le garder, il va aller dans un camp de travail. Alors voilà, c'est la seule fois que j'ai vu un voleur. Et puis alors, il y a l'histoire des Berlinois, de ceux qui étaient à Berlin, qui avaient pris du pain dans des ruines, et que Krukenberg voulait faire fusiller, enfin, il voulait faire fusiller une section entière, et venait à négocier avec lui en lui disant, bon, c'était à 2 jours de la fin de la guerre, il a fait fusiller seulement le chef de section. C'était à 2 jours de la fin de la guerre à Berlin, hein, c'était l'apocalypse. C'était une chose extraordinaire. Vous nous confirmez le bruit selon lequel, en effet, à la Waffen-SS, les placards n'avaient pas de clé, en fait. Exactement. Alors, première chose, oui, étant donné le nombre de personnes que nous étions, au lieu d'avoir une seule armoire par personne, il y avait une armoire partagée à 2. Mais interdiction, d'abord, il n'y avait pas de clé sur les serrures, et interdiction de fermer la clé. Alors par contre, dans l'armoire, il y avait une toute petite boîte qui pouvait être fermée à clé, c'est celle dans laquelle on devait mettre des bijoux si on en avait, enfin de l'argent, des choses comme ça, mais jamais eu de vol. On partageait l'armoire, jamais il y a eu de vol. C'était extraordinaire, je veux dire, il y avait, puis c'était répété sans arrêt, ça, vol et viol, hein, sans arrêt. Alors le truc un peu pour rigoler quand même, parce que finalement, moi, comme vous voyez, j'étais très optimiste. Puis à notre âge, à 18 ans, 19 ans, c'était normal d'être optimiste, ou alors il n'y avait plus qu'à se suicider. Et alors, lorsque j'étais à Vladimir, on allait à la douche, au sauna, comme il disait, une fois par mois à peu près, environ, toutes les 5 semaines. Alors ça consistait à partir vers le sauna, à se déshabiller devant le sauna. Alors c'était facile, on avait des loques, et on les mettre en tas. Ces loques partaient dans une étuve, pensant que nous, tout nus, à poil, on allait sous la douche. Alors, douche multiple, quoi, une centaine de gus, là. Collective, ouais. Alors, c'était marrant, bon, on rigolait, là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ensuite, après, c'était comment on peut appeler ça, l'opération coiffure, vous faites poil.
Alors, on était assis sur un banc côte à côte, là, une cinquantaine. Il y avait des jeunes filles qui passaient avec des pinceaux, genre, pas genre, des pinceaux de tapissier, là, très gros, avec des poils souples, qui trempaient ça dans une espèce de pommade, là, je l'appelle le crème à raser, qui badigeonnait la tête, qui nous faisait lever les bras pour badigeonner dessous, ceux qui avaient du poil sur la poitrine, ils badigeonnaient là, etc. Ensuite, elle repassait avec une espèce de rasoir couteau, hein, et elle rasait le tout. Mais après, il restait quand même les poils d'en bas. Alors tout le monde debout sur la chaise. Donc on avait le zizi face au visage des jeunes filles soviétiques là. Alors là, je ne vous dis pas, alors on attrapait notre zizi avec deux doigts bien délicatement pour pas qu'on ait un coup de couteau malencontreux qui nous l'enlève. Alors naturellement, on racontait des trucs en rigolant aux jeunes filles qui ne comprenaient pas. Elle riait encore plus, elle nous parlait en russe, on ne comprenait pas. C'était la séance de rigolade. Et après, attention, il y avait alors le gros pinceau, toujours un pinceau, trempé dans du DDT liquide, et on nous badigeonnait. Alors là, je ne vous dis pas, les piqûres, les mangeaisons, les piqûres que ça faisait. Enfin, c'était à vif, c'était un peu à vif après avoir été rasé dans ces conditions. Et alors là, on nous badigeonnait, alors je ne dis pas, parce que ça arrivait en bas du ventre. Alors on dansait tous comme des jojos là. Et il y avait le Sergueï Borisov, le chef du gars. Il venait exprès assister au spectacle, il riait avec nous parce que tout le monde riait là. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et alors après, on allait récupérer nos affaires. Alors là, je vais vous dire, le folklore que c'était là aussi, là, c'était l'amusement. On avait quitté nos affaires dans des tas. Et bien, il y avait devant les tubes, il y avait un tas d'affaires. Alors on piquait dans le tas. Alors tu tombais sur une petite que tu étais grand, que tu cherchais un petit, et que tu cherchais une grande veste, un grand pantalon. Alors comme ça, les chalières, ça durait 1 heure ou 2, à essayer de s'habiller à peu près à notre taille. Mais c'était n'importe quoi. Et alors, les tubes avaient tué les bestioles, les peaux et votre puce, mais ils étaient encore dans les vêtements. Alors on secouait un peu, mais ça restait les vêtements, quoi. Parce qu'on n'avait pas du tout de recharge, ni de sous-vêtements, ni de vêtements, quoi. Rien. Comme on dit, c'était effiloché, c'était vraiment des clochards que nous étions. Hein? Et l'hiver, ils nous donnaient une espèce de doudoune usagée. Moi, j'ai pas de chaussettes, rien. J'avais des sandales, genre les sandales Scholl, là, vous savez, une plaque en bois et une lanière dessus. J'avais des marques sur les pieds. J'avais des marques sur les pieds tellement. C'est comme ça avec la neige. On avait la neige. Il y avait Barthaud, il me disait, dans son cas, il était devenu ébéniste. Quand officier était devenu ébéniste. Il y a une brave femme dans le village qui le voyait passer tout le temps pieds nus. Il avait dû lui plaire, cette brave femme. Un jour, j'ai apporté une paire de chaussettes. Mais pas des chaussettes russes, une vraie paire de chaussettes. Parce que les chaussettes russes, c'est un chiffon tourné autour du pied, etc. Enfin, là, c'était assez drôle. Alors, l'histoire du Sonan nous a toujours bien fait rire. Et il fallait qu'on riait. On ne riait que de ça, quoi. Ou alors des séances politiques, comme je vous ai dit déjà. Alors là, ce travail de rire aussi, quoi. Mais ça faisait passer le temps. Ça faisait passer le temps. Voilà. Mais on n'avait pas de spectacle, ni rien, à part les films, les propagandes, quoi. On n'avait pas de spectacle, ni rien du tout, quoi. Et alors, on ne peut pas dire qu'on était maltraités. Jamais j'ai vu quelqu'un recevoir un coup. On n'était même pas gardés, parce qu'on allait travailler. On était au milieu des civils, on parlait avec des civils, je veux dire. On parlait. À force de voir sur les mêmes têtes dans la brigade, on se disait bonjour. Moi, je m'en rappelle, tout le monde disait bonjour. Et puis, enfin, voilà. Mais on parlait, c'était façon de dire, sans plus. Enfin, je vais le maltraiter, et je dis, je répète,